pas parler de technique, hein, c'est plutôt une histoire, les hommes et la télégraphie électrique en Ille-et-Vilaine au 19e. La question à voir, c'est comment la télégraphie s'est implantée à partir des acteurs nationaux qui ont défini la politique et des acteurs locaux qui ont eu à appliquer cette politique. Et donc on va chronologiquement examiner tous les termes qui vont être de loi, etc., qui vont apparaître. Mais préalablement, on va prendre un rapide historique de la naissance de la télégraphie. Le document le plus ancien qu'on possède date de 1753. Il se trouve dans un magazine écossais et l'auteur décrit comment transmettre, par exemple, le mot sœur. Comment on va transmettre le mot sœur avec un tube en verre électrisé qui va communiquer à des fils isolés. Il n'y a rien de surprenant, hein, à des fils isolés, sauf que c'est en 1753, à des fils isolés. Et puis à l'autre bout, il y a un personnage qui va noter les fils devant lesquels des boules ou un dispositif quelconque va marquer qu'il a transmis S-I-R. Il a fait l'expérience, il ne l'a pas fait, on ne sait pas. Mais ce qui est absolument sûr, c'est que son dispositif ressemble fortement à celui que Le Sage, un Genevois, a utilisé en 1753. Et comme vous pouvez le constater, c'est exactement le même, machine électrostatique, bâton de verre, fil isolé et un observateur. Le 18e va fourmiller d'expériences de ce genre. Par exemple ici, Jean-Alexandre, en 1790, fait une transmission de ce qui est un télégraphe à aiguille. Comment il a fait, on ne sait pas, parce qu'il n'a jamais voulu dire ce qu'il avait fait. Il cherchait de l'argent, lui on n'a pas donné, donc pas heureux, il n'a jamais communiqué. Évidemment, pour que tout ça, ça démarre, il faut la pile de Volta en 1799, mais surtout les premières utilisations. Par exemple, la décomposition de l'eau. Nicholson et Carlis, dès mai 1800, décomposent l'eau en hydrogène, en oxygène, 2 fois plus d'hydrogène que d'oxygène. Ça donne le voltamètre, et un Allemand, Thomas Sommering, enfin plus exactement un Bavarois, a l'idée de faire un télégraphe en utilisant 12 paires de fils. Et puis avec les polarités, ça lui permet de transmettre sur chaque paire de fils 2 lettres, en regardant où l'hydrogène se dégage. Tout ça, ce sont des expériences de laboratoire, mais l'étape suivante, évidemment, c'est Ørsted, dans l'hiver 1819-1820. Bon, il découvre que l'aiguille est une aiguille magnétique est influencée par la proximité d'un fil électrique. Il va garder son expérience 6 mois sans en parler, en essayant de comprendre ce qui se passe. Il ne va pas trop bien y arriver, alors il décide de communiquer sa découverte aux principaux physiciens européens et aux académies des sciences en envoyant une lettre de 4 pages écrite en latin qui parle d'une expérience autour de l'effet du conflit électrique avec une aiguille magnétique. Et elle est datée du 21 juillet 1820. Ça va tomber, peu de gens vont le remarquer, sauf une personne, un Genevois qui s'appelle Delarive, qui va refaire les expériences, et François Arago, le physicien Arago, assiste à ces expériences à Genève. Il rentre à Paris, Académie des sciences, il décrit, en présence d'Ampère, et on connaît la suite. Ampère va faire toutes les expériences, commencer la théorie. Il va appeler ça ici une hélice magnétisante. Et puis, un petit peu plus tard, il va appeler ça un solénoïde. Alors ça, par exemple, c'est une expérience où son solénoïde se comporte comme une aiguille aimantée. Séance du 20 septembre 1820, une note, M. Arago parle d'une nouvelle expérience de laquelle il résulte que la pile voltaïque aimante le fer doux. Là encore, Ampère lui suggère de se servir de ce qu'il a remarqué pour aimanter des barreaux.
Il va donc aimanter des barreaux de fer doux, l'aimantation est temporaire, d'acier, l'aimantation est permanente, et puis d'autres matériaux qui ne réagissent pas. Vous voyez déjà que là, un certain nombre de briques de base fondamentales pour mettre en place la télégraphie commencent à émerger. Mais nous sommes toujours dans un laboratoire. On est toujours au niveau des études. Et il va falloir attendre le travail de Sturgeon, d'Henry, de Weston et de bien d'autres avant d'en arriver à tout d'abord l'électroaimant et puis ensuite, bien sûr, le relais. Alors, les innovations, les expériences se multiplient. Oh, je vais faire simple. 1832, Morse, sur le Sully, pense à un dispositif électrique. Alors, il invente ce machin-là. C'est un bricolage qui fait à partir de matériel de peintre. Il était professeur de peinture, Morse. Mais il s'intéressait à l'électricité. Et puis, il invente un code qui va avec. Et puis un Allemand, Steinlein, à Munich, alors lui, il est capable d'imprimer sur une bonne de papier des points. Et à partir de ces associations de points, il va fabriquer des codes qui lui permettent de transmettre des messages. Et là, on arrive maintenant dans le dur. 1837, Weston et Cook. Alors là, ils inventent un télégraphe à 5 aiguilles. 5 fils de commande, un fil de retour. Chaque aiguille peut s'incliner à droite ou à gauche suivant le sens du courant, et on commande 2 aiguilles simultanément. Donc, si on commande la première aiguille, qu'elle s'incline vers la droite, et la 5e aiguille, qu'elle s'incline vers la gauche, la lettre transmise, c'est le A, intersection des 2 directions. Ça va fonctionner sur le réseau de chemin de fer anglais. Mais là, ça n'imprime pas. Donc il faut appeler quelqu'un pour regarder et noter. D'où la nécessité d'avoir une sonnette et d'inventer le relais. Et Weston a mis au point un premier relais qui ne ressemble pas du tout à celui qu'on a l'habitude. On va s'intéresser maintenant à l'Académie des sciences à Paris. Alors la séance du 20 septembre 1838. Steinlein vient présenter son télégraphe galvanique. Mais ce qu'il y a surtout d'intéressant, c'est qu'il note qu'il a trouvé que la Terre peut servir comme moitié de conducteur. Le retour de l'utilisation de la Terre comme conducteur de retour est identifié dès 1837. Est connu. Mais à cette même séance de l'Académie des sciences, il y a Morse. Alors j'ai mis Weil à côté parce que Weil a contribué au financement des travaux de Morse. Et Morse présente son appareil. Alors son appareil, il n'utilise pas d'encre. C'est une pointe sèche qui marque des points et des traits dans un papier qui est appelé un papier gaufré. Alors après, il faut lire et recopier il faut convertir les points qu'on peut voir sur le papier gaufrier. Ça ne devait pas être trop facile. Mais en même temps, on apprend que le Congrès lui a promis 30 000 $, c'est-à-dire 150 000 francs, c'est pas une petite somme, pour faire une expérience en grand. La promesse est faite en 1838. Maintenant, où en est-on en Ille-et-Vilaine à ce même moment? Depuis 1799, on a la ligne de Brest qui passe au nord de l'Ille-et-Vilaine. Depuis 1832, un embranchement qui passe d'Avranches à Rennes. Et pour les besoins gouvernementaux, ça marche très bien, ça suffit. Mais pendant ce temps-là, Morse perfectionne son télégraphe. Et en juin 1840, il dépose un brevet avec un nouvel appareil qui ressemble beaucoup au précédent. Et pendant ce temps-là, Cook et Weston sont passés à 2 aiguilles et ils vont bientôt passer à 1 aiguille. 1844, ça y est, Morse a eu ses crédits. Promis en 1837,
Il a eu les crédits en 1800, en fait 43, pour mise en œuvre en 44. Et il ouvre la ligne Washington-Baltimore, lançant la télégraphie électrique aux États-Unis. Mais 1844, en France, c'est l'année de la rupture. Pourquoi? Le réseau de télégraphie Chappe est bien développé, mais insuffisamment. Et au début de 1844, il y a une demande de financer une ligne nouvelle Paris-Rouen et un embranchement Metz-Lille-Rouen-Caen-Avranches. Ça va pas bien se passer. À l'Assemblée, on va dire, mais attendez, il faut arrêter de mettre de l'argent dans une technologie qui est complètement terminée, on ne disait pas obsolète, mais on aurait pu le dire. Et on nomme une commission. Puis cette commission dit, ça serait bien de faire une expérience entre Paris et Rouen. Et donc, en novembre 1944, on vote un crédit de 240 000 francs. C'est homogène avec ce que Morse a eu pour 64 km. Là, il y a un peu plus de 100 km. Il y a 240 000 francs et on va faire une ligne électrique le long de la voie de chemin de fer. La ligne aura 4 fils. 2 fils de cuivre, 2 fils de fer. Les fils de fer, c'est pour le retour. On connaît le retour par la terre, mais on prend des précautions. Alors, on va mettre les fils de fer. Et pour l'exploiter, on va mettre un appareil spécial. Alors, Weston avait fait des offres de services qui ont été poliment refusées. Et on fabrique un appareil qui va s'appeler le Breguet-Foy ou poste français, qui recopie les signaux Chappe, mais les signaux Chappe simplifiés d'Algérie, c'est-à-dire avec un régulateur horizontal. Il n'y a pas de vertical, c'est qu'horizontal. Et donc ce poste français va fonctionner pendant 16 ans. Et en mai 1945, première dépêche entre Paris et Rouen, on a testé le retour de la Terre, ça marche mieux par la Terre que par les fils de fer, donc on est très content, l'expérience est positive, mais pendant ce temps-là, sur les lignes de chemin de fer, en particulier entre Paris et Saint-Germain, la compagnie va utiliser un Breguet à aiguille alphabétique, on l'appelle parfois alphabétique, avant le poste français, puisque le Breguet a fonctionné en mai 1844. Alors maintenant, ça y est, on est dans le plein développement. Qui va agir? Alors on va avoir des acteurs nationaux. Ministre de l'Intérieur, jusqu'en 1878. Ensuite, Alphonse Toit, administrateur en chef des lignes, jusqu'à 1854. Puis Henri de Vougy, jusqu'à 1870. Ces deux personnes-là sont ceux qui vont présider au développement de la télégraphie en France. Et puis en local, les correspondants, préfet, sous-préfet, inspecteur des lignes, conseil général, et puis surtout maires et conseils municipaux, qui vont très rapidement être directement concernés. Il y a des acteurs économiques, et puis on verra aussi qu'il y a d'autres acteurs. Alors il y a plein de sources pour traiter de ça, j'ai pu en consulter beaucoup. Tout n'est pas complet, mais il y a quand même suffisamment de choses pour qu'on puisse expliquer bien comment ça s'est passé. Bon, la monarchie de Juillet n'a pas franchement été passionnée par la télégraphie électrique. La seule chose qu'ils ont réussi à faire, à part la ligne de Rouen, c'est une ligne jusque Lille, prolongée après jusque Calais. Après, il y a la révolution de Juillet, il y a la révolution de 1848, donc ça va un peu freiner, et on va recommencer à investir en 1850. Mais ça n'empêche pas qu'on organise. Alors, dès novembre 1850, on publie la loi sur la correspondance privée. Donc, on sait que la télégraphie va, dès le départ, être ouverte à l'usage privé, commerciaux, familiaux. En octobre 51, on commence à transmettre les dépêches privées entre la France et l'Angleterre, via Calais. On a prolongé la ligne de Ligne jusqu'à Calais. Et en décembre 51, décret sur les lignes télégraphiques. Première partie, extension du monopole de la télégraphie à la télégraphie électrique. La télégraphie Chappe s'est développée pendant 40 ans hors de tout monopole. Monopole de fait, mais pas de droit.
Le premier texte de monopole de la télégraphie Chappe date de 1837. En 1851, donc on étend le monopole à la télégraphie électrique, ça va durer un certain temps. Et le titre 2, c'est la protection des lignes. Dès le départ, la vulnérabilité des lignes électriques va être identifiée. Donc on sait qu'il va falloir les protéger en temps de guerre, mais aussi en temps de paix. On va ouvrir au public. Alors l'ouverture au public, elle est sous contrôle, hein, parce que le directeur du télégraphe peut, dans l'intérêt de l'ordre public et des bonnes mœurs, refuser de transmettre les dépêches. Il a un droit de censure. Mais on garantit le secret des correspondances. Alors combien ça coûte d'émettre un télégramme? Une dépêche de 20 mots, c'est 3 francs, plus 12 centimes par 10 km. Une myriade, c'est une centaine de centaines. Donc, une myriamètre, c'est 10 km. Au-dessus de 20 mots, on augmente la taxe. Le service de nuit, on augmente encore la taxe. Et pour le port à domicile, on fait payer 50 centimes en province, 1 franc à Paris. Et les stationnaires disposent des distances qu'ils doivent prendre en compte, qui sont les distances des lignes. Ça ne durera pas. Mais au départ, on fait payer en fonction de la longueur des lignes. Combien coûte une dépêche de 20 mots transmise de Paris à Nantes? Alors 3 francs de base, 5 francs 20 de surcoût de distance, 50 centimes de distance, 8 francs 70. Compte tenu de l'équivalence entre le franc or et l'euro, ça fait une quarantaine d'euros. C'est pas franchement accessible. Un instituteur à l'époque gagne 100 francs par mois. Donc c'est pas franchement. Mais il va y avoir une politique constante de baisse des coûts. Maintenant, il va falloir étendre le réseau. Alors là, c'est fondamental, c'est janvier 52, où là, on va publier un véritable programme. Toutes les préfectures métropolitaines doivent être atteintes par la télégraphie électrique en moins de 3 ans. Et on donne les raisons. Parce qu'il faut porter avec promptitude les ordres sur tous les points du territoire. Raison administrative. Mais que c'est un bienfait pour les intérêts privés, les relations commerciales de la France, tant à l'intérieur qu'à l'étranger. On va consacrer à peu près 5 millions de francs sur 3 ans. 1,6 million, 1,7 million par an. Le budget de l'État à l'époque est de l'ordre d'1,5 milliard. Donc c'est 1/1000 du budget de l'État chaque année. C'est pas énorme, mais c'est pas négligeable non plus. Rennes et Saint-Brieuc, c'est dans le dernier train. Donc ça va arriver. Ce qui fait que le bureau télégraphique de Rennes ouvre le 31 mars 1854, Saint-Brieuc le 3 juillet 54 et Mende en janvier 55. C'est la fin de la télégraphie Chappe. Alors, il faut s'intéresser au bureau télégraphique de Rennes. Alors, parce que le ministère de l'Intérieur demande que les bureaux télégraphiques soient installés dans les préfectures. Bureau télégraphique plus logement du directeur. Et le logement, c'est pas rien. C'est 5 pièces plus une pièce pour un domestique. À Rennes, il n'y a pas la place dans la préfecture. Alors, Varango, qui est directeur des lignes télégraphiques Chappe, a une idée. Il dit, bah tiens, il dit, bah voilà, on va mettre dans la préfecture le bureau télégraphique, et puis la maison du directeur, on va la bâtir dans le Tabor, le long de l'église Sainte-Mélène. Il suffit de se promener au Tabor pour voir qu'il n'y a rien. Le conseil municipal sollicité plusieurs fois, a complètement refusé. Finalement, le bureau télégraphique va être installé 12 rue des Francs-Bourgeois. C'est tout près de l'église Saint-Germain. Dès le départ, donc on a dit, les communications avec l'étranger. Et donc, dès le départ, on va interconnecter le réseau avant même qu'il soit construit. On va immédiatement l'interconnecter avec l'étranger. Donc d'abord, ça commence par l'Angleterre. Alors, 51, partiellement, parce que les communications sont fractionnées. Hein, il faut faire Paris-Lille, Lille-Calais, Calais-Douvres, Douvres-Londres.
Et puis en 1953, il y a une communication directe Paris-Londres. La ligne de Valenciennes est prolongée jusqu'à la frontière belge pour aller ensuite jusque Bruxelles. En 52, mars 52, là c'est la ligne de Grenoble, la frontière sarde. La Savoie n'est pas française. Donc on va ensuite prolonger jusque Chambéry. Et puis en août 52, convention avec le duché de Bade. Alors elle est intéressante cette convention parce que on voit que la jonction entre les bureaux de Strasbourg et de Kiel, on va poser un fil et qu'on va mettre des appareils et entre parenthèses Morse. C'est le premier appareil Morse installé en France à ma connaissance. Mais pas entre deux bureaux français, entre bureau français et un bureau allemand. Et puis il y en a de multitudes avec la Suisse, avec l'Autriche, et plus tard avec l'Espagne, avec le Portugal, quand ils auront développé leur réseau. Les milieux économiques vont très vite s'intéresser à la télégraphie, et en particulier à Saint-Malo. Alors la Chambre de commerce, dès juin 53, dit « Nous, on veut un bureau télégraphique ». Alors, la demande est prématurée. Ils reviennent à la charge le 27 mars 54. Le bureau de Rennes est sur le point d'être mis en service. Alors là, il va commencer à négocier. Ils vont commencer à négocier avec le ministère de l'Intérieur. Et là, le ministère de l'Intérieur lui dit « Bon, d'accord, mais voilà ce qu'on veut. Un, vous fournissez un logement pour le directeur. Je vous l'ai dit, à 5 pièces pour le domestique. Un local de 3 pièces de 20 mètres carrés au total pour le bureau télégraphique. Et vous vous engagez à verser au Trésor l'écart entre les recettes et les frais du bureau estimés à 10 000 francs. Donc si vous récupérez 2 000 francs de recettes, vous versez 8 000 francs à l'État. Ça ne durera pas longtemps, mais c'est léonin quand même. Finalement, poussé par la Chambre de commerce, qui en fait va payer, le maire de Saint-Malo accepte les conditions et le bureau de Saint-Malo ouvre le 12 avril 1855. Le programme de 52 se termine. C'est quoi la suite? Il n'y a pas de continuation d'une forme aussi planifiée. Dans la première phase, tous les coûts étaient pris en charge, lignes, locaux, personnels, ça coûtait cher. Le ministère de l'Intérieur ne veut pas continuer dans cette voie-là, donc il ne va pas y avoir de programme volontariste à ce moment-là. Il y aura quand même de l'argent pour faire des extensions de réseau. Mais s'il y a des nouveaux bureaux de créer, ça sera dans les conditions de Saint-Malo. Et autant vous dire que ça va en refroidir plus d'un. Et puis il y a un constat. J'ai noté, le réseau a été planifié sans étude de marché. Il a été planifié d'une façon purement géographique. Et là, on constate que il y a des lignes qui sont saturées, et ça va pas. Il faut structurer le réseau. Et là, on va inventer une structure à 3 niveaux, comme en commutation un siècle plus tard, ou 80 ans plus tard. Des centres de dépôt principaux, tous reliés entre eux. Pour l'ouest, ce sera Nantes. Des centres de dépôt secondaires, reliés aux centres de dépôt principaux, parfois reliés à d'autres centres secondaires. Ça sera Rennes. Rennes sera centre secondaire de Nantes. Et puis des bureaux ordinaires. Saint-Malo est un bureau ordinaire rattaché à Rennes. Alors, si vous regardez la carte du réseau, alors qui est inexacte, puisque la ligne de Saint-Brieuc, ils la font passer par Montfort, alors que dans la réalité, elle a été passée pour Dinan pour se rapprocher de Saint-Malo. Mais vous voyez, par exemple, pour envoyer un télégramme de Brest à Rennes, il faut passer par Paris. C'est pas très rationnel tout ça, ce qui va signer. Il n'y a pas de ligne entre Nantes et Rennes. Donc il va y avoir tout un nombre de réseaux à construire pour organiser le réseau, pour qu'il soit apte à satisfaire à ses missions. Et ça va poser, première question, le bureau de Redon. Et en 1856, une ligne est prévue et construite entre Nantes et Rennes. Elle doit passer par Redon. Alors, on demande à Redon, s'ils veulent un bureau, ils disent « Ah oui, nous on veut bien un bureau ». Alors on lui dit que c'est aux conditions de Saint-Malo. Il dit « Bon, on aimerait bien, mais on n'a pas les moyens ».
le budget d'une ville comme Redon, à cette époque, est aux alentours de 45 000 francs par an. Vous voyez, jusqu'à 10 000 francs à verser, 45 000 francs de budget, ils ne s'y risquent pas. Et ça, Redon ne va pas être la seule ville au cours de la construction du réseau à qui on propose un bureau et puis qui dit je peux pas, j'ai pas les moyens. Donc il va y avoir une réflexion. Première réflexion pour baisser le coût des bureaux. On va inventer des bureaux qu'on va appeler à ouverture limitée qui ne fonctionnent qu'avec un seul employé. Il n'y a plus de directeur, il n'y a qu'un seul employé, les frais sont réduits, donc il n'y a plus de demande de compensation. Et la ville de Redon, elle dit ben, j'ai pas les moyens, et le préfet écrit à l'inspecteur des télégraphes l'absence complète de ressources a mis le conseil municipal dans la regrettable nécessité de ne pas accueillir les propositions formulées. La lettre est dans les archives départementales. 1858, il y a 193 bureaux télégraphiques, 2 en Ille-et-Vilaine. Rennes, recettes 48 communications internationales et recettes 12 000 francs. Saint-Malo, 263 dépêches internationales, recettes 11 000 francs. En 3 ans, Saint-Malo a dépassé le seuil de 10 000 francs qui était requis. C'est vous dire que ça correspondait à un besoin et que ça a été évidemment fortement utilisé. En 1854, on commence à avoir arrivé du morse dans le réseau pour remplacer les breguetfois. Les breguetfois cesseront totalement d'être utilisés en 1860. Pas les breguets à aiguille, hein. Eux, ils vont être utilisés bien plus longtemps que ça. Point d'étape de 1858. À quoi sert le télégraphe? Il est clairement conçu comme permettant des communications commerciales et professionnelles. Et il se trouve qu'on a une étude statistique qui a été faite en 1858, portant sur 15 400 dépêches, entre Paris et 30 villes. Qu'est-ce qu'elle donne comme résultat? 40% des dépêches concernent le commerce et l'industrie. 34% des dépêches concernent les affaires de bourse, c'est-à-dire que le commercial, entre guillemets, c'est 74% des dépêches. 20% des dépêches concernent les messages de famille, et il y a des bricoles, journaux, affaires diverses. Ces pourcentages-là vont grosso modo rester valables jusqu'à la fin du siècle. Alors, j'ai dit qu'il n'y avait pas de réseau volontariste, mais il y en a eu un quand même, un petit, ça s'appelle le réseau électrosémaphorique. Alors c'est quoi le réseau électrosémaphorique? Ça résulte de la volonté de Napoléon III de protéger les côtes et de remettre en service des sémaphores tout le long des côtes. Sémaphores reliés à la préfecture maritime et au bureau d'État via le réseau télégraphique, d'où le nom électrosémaphorique. Et en juillet 59, il y a une ligne qui est construite entre Saint-Malo et la pointe du Groin de Cancale. En Ille-et-Vilaine, il y aura 4 bureaux. Ça s'appelait la pointe de Bénard, aujourd'hui c'est la pointe du Magat. À la pointe du Décollé, à Saint-Lunaire, la pointe du Groin et Saint-Servant. Et puis j'ai noté en plus les îles Chauzet, parce qu'il y a eu un câble sous-marin posé entre la pointe du Groin et Chauzet, et ensuite prolongé jusque Saint-Lô. À quoi il servait ce réseau? Alors primitivement, c'est les relations avec les bateaux de la marine de guerre, qui passent au large des sémaphores. Mais très très vite, ça va évoluer. Hein. Un habitant de Cancale qui veut envoyer un télégramme, il faut qu'il aille à Saint-Malo. Et puis à la pointe du Groin, il y a un télégramme. Mais très vite, les bureaux vont être ouverts aux communications privées. En 1865, ils y sont tous. Mais ça ne va pas s'arrêter là. Parce qu'en 1966, on va autoriser les communications avec les navires de commerce. Un armateur, que situé n'importe où en France, va envoyer un télégramme à un sémaphore convenu avec un capitaine de bateau, et le sémaphore va garder le message 30 jours, qui peuvent se prolonger en fonction, et pas en moyennant paiement supplémentaire. Quand le bateau arrive en face, il communique avec le sémaphore,
S'il a une réponse, il transmet la réponse au sémaphore, et le sémaphore envoie à l'armateur qui paye. On ne va pas s'arrêter là. En 67, 14 pays étrangers vont signer une convention pour étendre l'usage du réseau sémaphorique à leurs bateaux. On communique avec le bateau avant la radio. Hein. En 1913, c'est toujours utilisé. Alors beaucoup moins, bien évidemment, parce que la radio est arrivée. Mais en 1913, on continue à avoir des télégrammes sémaphoriques dans les sémaphores. Alors, voilà par exemple une carte postale de 1931. Bernières-sur-Mer, c'est le sémaphore c'est un sémaphore qui est au nord de Caen. Vous avez toujours l'indication télégraphe public. Et puis, la pointe du groin. Alors ici, vous avez les poteaux avec le fil qui arrive de Saint-Malo. Ici, vous avez le mât qui supporte le système dit dipylon, qui est le système de communication avec les bateaux de guerre. Et puis à côté, vous avez le mât pour communiquer avec les navires de commerce. Alors, le développement des bureaux télégraphiques, il y a certaines communes qui ont des problèmes, mais il y en a d'autres qui n'en ont pas. Alors on prend Saint-Servant. Saint-Servant, en décembre 58, demande un bureau télégraphique. À mon avis, ils devaient être fâchés avec Saint-Malo un petit peu, parce qu'il y en avait un Saint-Malo qui était là, mais ils ont voulu le leur. On lui dit voilà les conditions, réduites, celles que Redon a refusées. Conseil municipal accepte, et le 6 octobre 1859, c'est-à-dire 10 mois après la demande, le bureau télégraphique de Saint-Servant fonctionne. Un des usages de la télégraphie vu par le ministère de l'Intérieur, c'est bien évidemment la gestion administrative, et se pose la question des sous-préfectures. Alors, les sous-préfectures, ça commence avec Fougères. Fougères qui demande un bureau télégraphique. On lui dit, bon, cette année, il n'y a pas de crédit, mais ça sera l'année prochaine. Mais attention, il faut que Vitré en demande un, parce que votre ligne passera par Vitré. Pas de problème. Vitré demande un bureau télégraphique, mais ils veulent un service de nuit. Il dit, ça va pas, non, 3 personnes pour un service de nuit. C'est hors de question de dépenser une telle somme. Bon, finalement, le conseil municipal accepte, et le bureau télégraphique de Vitré ouvre le 14 mai. Dans la foulée, la ligne de Fougères est construite. 23 juillet 60, le bureau de Fougères est ouvert. Et dans l'intervalle, Redon a trouvé l'argent. Et son bureau ouvre le 8 août. Ça va vite, la ligne est déjà construite. Ce qui fait que fin 1860, 3 sous-préfectures d'Ille-et-Vilaine sur 4 ont un bureau télégraphique. La seule qui manque, c'est Montfort. Alors, vous voyez, le réseau vers 1863, vous voyez que le réseau, il s'est sérieusement étoffé. Et en plus, on peut remarquer qu'il y a par exemple, en Côte du Nord, il y a énormément de bureaux limités qui sont déjà ouverts. Bien plus qu'en Ille-et-Vilaine. Il y en a dans le Finistère, il y a pas mal de bureaux limités ouverts aussi. Et en Ille-et-Vilaine, il y a Redon, Vitré, Fougères et Saint-Servant. Alors, rapide point d'étape, mais je pense que c'est le dernier. Il y a 378 bureaux en France, 4 200 000 de recettes, 6 millions de dépenses, c'est fortement déficitaire, mais ça va s'arranger. Donc en Ille-et-Vilaine, il y a toujours Rennes et Saint-Malo, et puis les 4 petits bureaux qui viennent d'être créés, là, vous voyez que les recettes ne sont pas terribles. S'il fallait qu'ils fonctionnent comme à Saint-Malo, là, Saint-Servant devrait verser 8 000 francs. Et il y a peu de chances qu'il aurait accepté. Donc, cette question du coût des bureaux va être la question que va avoir à traiter les responsables de la télégraphie pour faire évoluer le réseau. Et donc, il faut définir des bureaux à coût encore plus réduit. C'est ce qu'on va appeler le système d'exploitation communale. Communal, cantonal, municipal, on va trouver des termes qui vont évoluer. On va le regarder un petit peu plus en détail après.
1862, l'appareil Hughes arrive dans le réseau. Il va équiper les lignes à plus fort trafic. Sa capacité de transmission en nombre de caractères par heure étant bien supérieure à celui du Morse. Alors, ça marche comment les bureaux communaux? Alors, d'abord, c'est une volonté de la commune, concrétisée par une délibération du conseil municipal qui autorise le maire à négocier et à signer avec le ministère de l'Intérieur. Les communes acceptent les conditions. Les conditions, c'est quoi? C'est aménager un local pour la table de manipulation et tout le matériel, trouver quelqu'un pour gérer le bureau télégraphique, et puis participer aux frais de construction de la ligne. 120 francs par kilomètre s'il y a tout à faire, 60 francs s'il n'y a que les fils. En 1863, ça commence, il y a 11 bureaux en France, 63 en 64, 0 en Ille-et-Vilaine, mais ça va évoluer. Alors, marche à suivre, les communes, le traitement est fait par les lignes télégraphiques, le maire signe une convention, donc voici le spécimen de la première page, avec le ministère de l'Intérieur, dans lequel il s'engage à respecter des conditions. On construit la ligne, on choisit le gérant du bureau. En Ille-et-Vilaine, secrétaire de mairie pour moitié, instituteur pour l'autre moitié. On forme le gérant au breguet. Le matériel utilisé dans les bureaux communaux, au départ, c'est des breguets, jusqu'en 1874. Et puis on ouvre le bureau télégraphique. Alors voilà par exemple l'ouverture du bureau de Cancale, le 25 mars 1874. Donc l'inspecteur des lignes télégraphiques écrit au préfet en disant « Voilà, ça y est, le bureau de Cancale est ouvert ». Comment vont se développer les premiers bureaux télégraphiques en Ille-et-Vilaine? Ben, en 66, il y en a deux, Ben et Laguerche. Ah, 68, Montfort, finalement à son bureau, toutes les préfectures sont leurs bureaux télégraphiques. Ça a été finalement rapide, 8 ans, ça va. 1868 aussi, Dol de Bretagne, 70, Dinard en Saint-Enogat, ça s'appelait comme ça. 72, Saint-Main, Combourg, 74, Cancale, Édé, Plain-le-Grand, Martigny-Ferchaud. Les noms soulignés, ça correspond à des chefs-lieux de canton. Donc, à un trait, ce ne sont que des chefs-lieux de canton. On va quitter un petit peu maintenant la télégraphie civile. On va s'intéresser à la bleue. Pour la guerre de Crimée en 1854, des agents télégraphistes ont été envoyés en Crimée pour gérer des bureaux télégraphiques et exploiter un réseau CHAP. Ils vont avoir un uniforme bleu foncé avec des parements et des bandes bleu clair. D'où le surnom de la bleue. Alors voici la bleue. Alors ça c'est une gravure que j'ai empruntée à un document du musée Ferrier. Et voilà la bleue en train de construire des lignes au cours de manœuvre. Arrive la guerre de 70, qui ne s'est pas bien passée dans tous les domaines, y compris la télégraphie. Ce qui fait que, en 24 juillet 73, la loi confie à l'administration le soin d'organiser des équipes. Mais les équipes doivent être prêtes à être mises à la disposition de l'armée du jour au lendemain. Ils ne peuvent pas organiser n'importe quoi. Ça posera beaucoup de problèmes. Et ça va durer comme ça jusqu'en juillet 1900, où va être créé le bataillon de télégraphistes du 5e régiment du génie. Et là, la bleue ne fournira plus que la 2e et la 3e ligne. La bleue disparaîtra à la fin de la guerre de 14. Alors, on va s'intéresser un peu à la situation en 1873, et on va regarder ce qui se passe au départ de Rennes, et en particulier, ici, vous avez un fil rouge, numéro 86. Alors, les fils rouges avec un numéro inférieur à 200, c'est les lignes importantes. C'est un fil international. Et quand on regarde son itinéraire, il part de Rennes, il passe à Avranches, Granville, Coutances, Pirou-Plage, il prend un cap sous-marin jusqu'à Saint-Hélier où il s'arrête, et puis de Saint-Hélier, il va en Angleterre par le réseau anglais. Ben, ça veut dire qu'en 1873, il y a des communications directes possibles entre Rennes et l'Angleterre, et plus particulièrement quasi direct entre Saint-Malo
et Jersey sans passer par Paris. Parce que sinon, il faut faire Rennes, Paris, Londres et faire tout le tour. Hein. Et évidemment, c'est justifié par le trafic international. Hein. Saint-Malo, 2577 dépêches internationales à l'année. Hein. Ça en fait plus autant. Ça, c'est les départs facturés. Il y en a autant en arrivée. Donc là, il y a typiquement l'adaptation, le réseau s'adapte aux besoins. Un changement important, décembre 73, la loi relative à la réunion du service postal et du service télégraphique. Ce n'est pas la fusion poste et télégraphe, pas encore. C'est simplement le fait qu'à partir de 73, c'est les agents des bureaux de poste qui vont gérer le service des bureaux municipaux. Alors, tous les nouveaux bureaux vont être créés dans les bureaux de poste et les bureaux qui sont installés dans les mairies ou dans les écoles vont graduellement migrer vers les bureaux de poste, mais avec des consignes souples. Là, on dit, bon écoutez, si les gens qui s'occupent des bureaux font bien leur boulot et donnent satisfaction, c'est pas la peine de presser, attendez qu'ils en aient marre ou qu'ils partent en retraite, on a le temps. Et effectivement, ça va s'étaler sur plusieurs années. Alors si on regarde l'application de cette loi en Ille-et-Vilaine, bon, les bureaux de l'administration, ça ne change pas, situation de 74-76. En 74, il y a 10 bureaux municipaux, dont 3 ont été créés en 74. C'est normal. Toutes les négociations qui ont commencé en 73 ont continué dans l'ancienne procédure. En 76, il y a 10 bureaux mixtes. Alors, dont 3 neufs, Château-Giron, Janzé et Pleurtuis, qui ont donc été directement créés dans les bureaux de poste, et il y en a 7 qui ont été déménagés sans difficulté. Et puis, il reste 4 bureaux municipaux, dont un, Cornu, créé en novembre 1876. Bon, ben c'est normal, à Cornu, il n'y a pas de bureau de poste. Donc, on le crée dans l'ancienne situation, et on va rencontrer cette situation-là dans les années qui vont suivre, je le situe parce que je ne le reprendrai pas après, où on va trouver des communes qui demandent un bureau télégraphique, qui n'ont pas de bureau de poste, alors ils demandent les deux. Et on va construire en même temps un bureau de poste et un bureau télégraphique. Alors, rapidement, la question des bureaux-gares. Alors, dès le départ, dans les bureaux-gares, il y a des bureaux télégraphiques qui vont être gérés par des gens désignés par l'administration. Et en 1957, les compagnies du chemin de fer sont autorisées dans les stations qu'elles auront désignées et qui fonctionnent avec du personnel qui appartient à la compagnie de chemin de fer, de transmettre des dépêches au profit de l'État. Ce qui fait qu'en 31 décembre 1969, il y a 1204 gares qui sont ouvertes à la télégraphie privée pour 885 bureaux télégraphiques, états municipaux et sémaphoriques. Dans l'Ouest, en Ille-et-Vilaine, il n'y a que la gare de Rennes qui est ouverte. Alors évidemment, cette situation-là va pousser les élus et le Conseil général à dire bon ben là on a des bureaux télégraphiques dans les gares, il faudrait bien les ouvrir. Alors ils vont demander au ministre, puis le ministre répond écoutez, les compagnies, elles sont libres de dire oui ou de dire non. Elles font ce qu'elles veulent. Et la seule compagnie qui va accepter d'ouvrir ces gares, c'est celle du chemin de fer de Fougères à Vitré, qui va ouvrir toutes ces gares de Vitré, Fougères, jusqu'à Pontorson, jusqu'à Moildray, qui est la dernière gare, et ça va être ouvert en 1872. Il va falloir attendre 1887 pour que la compagnie de l'Ouest accepte d'ouvrir ces gares entre Rennes, Dole, Saint-Malo, Saint-Brieuc et Redon. Donc ça fait quand même, ils ont été durs à la détente. L'objectif que va poursuivre maintenant, c'est tous les chefs-lieux de canton, c'est clair. Qui dit chef-lieu de canton, dit brigade de gendarmerie. Il faut pouvoir communiquer avec les brigades de gendarmerie. Alors ça va aller assez vite. Hein. En 72, le préfet
conseil au Conseil général d'aider les communes à se financer. Pas de problème. Le Conseil général vote un crédit de 2000 francs et couvre le tiers du coût des bureaux télégraphiques des communes. Ça ne va pas suffire. En 73, il y a trop de commandes bureaux télégraphiques. Alors là, on commence à sortir le bâton. Seules les demandes des chefs-lieux de canton vont être admises de droit. Bon, ça ne tient pas. Ça ne tient pas. En novembre 74, on dit OK, on donne satisfaction aux simples communes, mais on les taxe de 500 francs. Si on prend la commune du Pertre, son bureau lui aurait coûté 1070 francs, on va le facturer 1570 francs. On lui augmente le coût de 50%. Ça ne va pas suffire. En 76, on va dire, c'est pas une fois qu'elles vont payer 500 francs, c'est 5 fois qu'ils vont payer. Bon, alors après le bâton, c'est la carotte. Allez, on accepte de diviser par 2 les contributions pour les chefs-lieux de canton. Ça finit par payer. En 1888, le 10 avril, ouvre le bureau de Mordel, qui était le dernier chef-lieu de canton d'Ille-et-Vilaine à ne pas avoir de bureau télégraphique. 24 ans pour couvrir 40 chefs-lieux de canton à peu près. Alors là, maintenant c'est fini, je ne vais plus parler, je vais vous citer des anecdotes. Oh, j'appelle des anecdotes, bon, des choses intéressantes. Alors là, par exemple, la commune de... On va regarder la commune de Renac. Le coût de son bureau télégraphique, 1436 francs. Budget de Renac, 7267 francs. Le bureau télégraphique de Renac représente 20% de son budget. C'est pas quelque chose de simple. Alors, pour se financer, bon, ils ont des ressources, il y a ce que le département va leur verser, et puis, il y en a certains, ils vont faire des souscriptions. Donc là, c'est Janzé. Janzé, où il y a une douzaine de personnes qui vont verser 260 francs, hein, allant de 100 francs pour le maire, jusqu'à des gens qui ont versé chacun 5 francs. Mais il y a d'autres modes de financement. Là, par exemple, Saint-Aubin-du-Cormier. Alors là, le chef d'état-major du 10e corps d'armée à Rennes dit, ben voilà, on va fournir une subvention de 1200 francs à la commune de Saint-Aubin pour qu'elle construise son bureau télégraphique. Et en plus, on va payer un fil de sonnette pour relier le bureau télégraphique au camp de la Landouée. J'aurais dû dire à dire, c'était le camp de la Landouée, vous le savez tous, à côté de Saint-Aubin-du-Cormier. Et puis il y a Saint-Pern. Alors Saint-Pern, c'est intéressant parce que Saint-Pern, c'est encore la maison mère d'une congrégation religieuse, les Petites Sœurs des Pauvres. Et les Petites Sœurs des Pauvres, qui sont nées dans les années, au milieu des années du 19e, ont connu un très grand développement. Bon, alors ils vont dire, ben voilà, on est prêt à payer le bureau télégraphique de Saint-Pern. Et les Petites Sœurs des Pauvres vont payer le bureau télégraphique de Saint-Pern. Et en plus, elles vont se payer un fil pour avoir une sonnerie, ici, là, jusqu'au couvent de la Tour Saint-Joseph, qui est le lieu. Donc vous avez la ligne qui se partage entre Besserelle et Saint-Pern, le couvent de la Tour télégraphique, et puis ici, vous avez le camp de la Landouée pour Saint-Aubin-du-Cormier. Oh, dernière anecdote, un sourire. 78, on regroupe le télégraphe au ministère des Finances, et en 79, on crée le ministère des Postes et Télégraphes. Le premier titulaire, c'est Adolphe Cochery. Alors on le voit là, assis sur c'est une caricature de 1882. Et on le voit là, assis sur ses fils télégraphiques, tenant dans les mains les foudres représentant l'électricité. Et puis vous voyez le logotype des Postes et Télégraphes dans les années 1880. C'est une casquette d'époque. Alors ce qui est rigolo, je ne sais pas si c'est lié, je ne peux pas m'empêcher de rapprocher le logotype de celui qui a été choisi pour la radiovision, hein, qui ressemble quand même assez fortement au logotype des Postes et Télégraphes. Dernier point, le procès Dreyfus. Alors le procès Dreyfus qui se tient en août et septembre 1889, qui va être
une forme de point d'orgue de la télégraphie en Ille-et-Vilaine, puisqu'on apprend par la revue La Nature du 12 août 1899 qu'est-ce que ça a représenté au niveau télégraphique. Alors déjà, on vous dit que pendant 9 heures, le premier jour, le 7 août, on a transmis 200 000 mots de Rennes à Paris. Ce sont des articles de journaux, c'est quelques centaines d'articles comportant un nombre considérable de mots. Et pour transmettre ces articles, on a installé à Rennes un bodo sextuple, donc 6 communications, mais il n'y en a que 4 qui seront utilisées pour les Rennes-Paris. 4 bodos quadruples, 4 communications chacun, et 1 Hugues. Ça fait qu'on a 21 transmissions Rennes-Paris. C'est pas suffisant. Il faut mettre des bonhommes. Alors qu'est-ce qu'on a mis comme bonhomme? Au poste central de la rue de Grenelle, 30 agents de plus par brigade, ça en fait 60. Et à Rennes, 90 hommes. Donc les transmissions liées à l'affaire Dreyfus de Rennes ont nécessité de rajouter 150 hommes pour mettre en œuvre les moyens de télégraphe, les télégraphes nécessaires. Alors, en conclusion, j'espère qu'on va montrer comment est-ce que toute l'introduction de la télégraphie en Ille-et-Vilaine comme exemple, mais ce que j'ai dit là, c'est valable pour tous les départements français. Hein. Les mêmes problèmes ont été rencontrés partout. Et comment est-ce que le monde économique, et puis aussi la presse, et puis les citoyens, s'en sont emparés pour s'en servir. Et puis les élus locaux, ils avaient un contexte réglementaire qui changeait, alors pas toutes les 5 minutes, mais qui évoluait quand même en permanence en fonction des objectifs qui étaient poursuivis. Et puis eux, il fallait qu'avec les contraintes qu'ils avaient, qu'ils prennent les meilleures décisions. On trouve dans un compte-rendu de conseil municipal la phrase suivante, on ne voit pas pourquoi on augmenterait les centimes additionnels, donc les impôts locaux, de toute la population, pour financer un bureau télégraphique qui ne servira qu'à quelques personnes. C'est écrit. C'est écrit. Bon, 2 ans après, le bureau télégraphique, il va être installé. Alors, le réseau télégraphique en tant que réseau va cesser de fonctionner dans les années 50, il va être remplacé par le réseau Telex. Le dernier télégramme sera envoyé le 30 avril 2018 à 23h59. J'en ai fini, merci. Voilà.